Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Le Gros Studio. Leur studio est juste incroyable et accueille de nombreuses possibilités multimédia en allant du live au podcast filmé. Bref, n'hésitez pas à les contacter de notre part, legros.studio. Bonjour, ça nous fait trop plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de J'aime mon métier. On a eu pas mal de pain sur la planche ces derniers mois, des projets dans tous les sens et même quelques bébés en route. Alors on avait décidé de marquer une petite pause, mais on ne pouvait pas passer à côté d'un événement aussi important que celui de la Journée mondiale du travail social ce 18 mars et de cet événement marquant qui nous tient beaucoup à cœur, qui est le Podcaston, auquel on avait participé avec le Petit Vélo Jaune il y a déjà 2 ans. Le Podcaston, c'est une initiative française qui a lieu en ce moment et qui rassemble des dizaines de podcasts. Ils ont tous une mission, mettre en avant une ASBL. Pour J'aime mon métier, on garde la même ligne directrice, celle de mettre en lumière un travailleur ou une travailleuse qui nous inspire. Et aujourd'hui, on fait une pierre deux coups avec la rencontre de Nastasia Englebert, alias Zazou. Salut Zazou. Salut Émilie. Et alors l'ASBL qu'on veut mettre en avant aujourd'hui, c'est l'ASBL Tam Tam Quidam. Tam Tam Quidam repose sur une idée toute simple, mais ultra puissante, la conviction que tout le monde a une histoire à raconter. Et on ne peut que adhérer, sinon on ne serait pas là, évidemment. Leur nom, c'est un super mélange entre Tam Tam, ce signal qui rassemble autour d'un feu ou d'une scène, et Quidam, parce que les histoires que l'ASBL met en avant, ce sont celles de monsieur et madame tout le monde. Donc concrètement, Tam Tam Quidam invite une personne à rentrer dans un processus d'écriture d'environ 4 mois avec un groupe de 8 à 10 personnes pour lequel la finalité est un spectacle. Pendant 4 mois, il y a environ 7 ateliers d'écriture, puis des ateliers d'expression et des répétitions pour aboutir à la présentation de ce récit sur scène et en podcast. L'écriture, on en est persuadé, c'est ce qui fait avancer l'histoire. Et c'est exactement ce qui fait de la démarche de l'ASBL Tam Tam Quidam une démarche profondément sociale. C'est donc pas un hasard qu'on se soit rencontrés. Nous aussi, on met en avant des quidam, des gens passionnants qui n'ont pas toujours une place suffisante dans l'espace public. Et donc c'est via ce projet qu'on t'a aussi rencontré, Zazou. Toi, tu as participé à ce spectacle et à cette écriture en mettant en avant ton rôle de travailleuse sociale dans le secteur du sans-abrisme. Donc avant de laisser place à l'épisode que tu avais enregistré avec Tam Tam Quidam, j'ai envie de te poser nos premières questions habituelles. Comment tu te sens ? Je me sens bien. Je suis contente de revenir sur toute cette histoire. Je te propose donc de te présenter et puis nous présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui. Oui, donc je m'appelle Nastasia Englebert, j'ai un surnom qui est Zazou, qui est beaucoup utilisé. J'ai 35 ans, je viens de Bruxelles et aujourd'hui je suis là pour parler de mon métier dans le travail social, qui est un métier un peu hybride, mais en tout cas dans le travail social. On va écouter ton épisode, celui de Tam Tam Quidam, pendant ces 15 prochaines minutes. Et puis, comme quand moi je l'ai écouté, j'aurai plein de questions pour toi. Cet épisode, il s'écoute vraiment comme un récit sonore dans lequel on va retrouver Linda, une bénéficiaire avec qui tu as noué une grande amitié. On va s'immerger dans la réalité de la rue, on découvre ta quête de sens et on est témoin de cette rencontre qui, d'après ce qu'on entend, va vraiment changer vos vies. Tam Tam Quidam, d'abord, quelle est l'expérience que tu en retires ? Et comment ça s'est passé pour toi ? Mais c'était une expérience vraiment super enrichissante parce qu'on n'avait jamais pris le temps avec Linda et même moi toute seule de prendre le temps d'écrire sur cette expérience, cette rencontre et aussi sur le travail social tout simplement. Ça a aussi été je suis vraiment complètement sortie de ma zone de confort en montant sur scène et ça c'était grâce à Linda et donc c'était chouette de pouvoir partager cette histoire en fait qui était... Enfin, en fait, que les gens n'ont pas beaucoup d'histoires vraiment directes de la rue aussi. Donc, c'était chouette de pouvoir partager ça. J'ai adoré. C'est un exercice qui doit être particulier, voire même difficile. Mais on dit qu'il est presque thérapeutique. Monter sur scène comme ça pour partager son vécu. Oui, moi, je ne croyais pas au côté thérapeutique avant de le faire. J'avais l'impression que ça allait juste être hyper stressant. Et en fait, finalement, c'est vrai que c'est très libérateur. On est vraiment porté aussi par... moi, j'ai eu la chance en plus de le faire en binôme avec Linda. La plupart des gens le font tout seuls. Mais j'ai très fort porté par Linda et par le public aussi qui... Voilà, les gens se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans les histoires et donc ça rapproche aussi beaucoup. Donc oui, au final, c'était thérapeutique. Tu m'avais parlé de moments même de doute pendant ces 4 mois. C'est quoi ? C'est le fait de raconter sa propre histoire, on ne se sent pas spécialement légitime à monter sur scène ? Ouais, moi j'ai eu un gros moment de doute dans les répétitions, un peu quand on se rapprochait du jour J. La sensation que
c'est une histoire très personnelle et que monter sur scène, c'est comme si ça devait être très théâtral, alors que je me sentais pas du tout théâtrale. Et donc j'ai vraiment failli lâcher le projet, en fait, tellement j'ai été prise de doute. Et c'est Linda qui m'a vraiment récupérée. Elle m'a dit texto le nombre de fois où tu es venue me rechercher quand j'étais dans la rue pour que je m'en sorte. Maintenant, c'est moi qui vais pas te lâcher. Et elle m'a convaincue qu'on aille jusqu'au bout du processus. Et voilà, c'était chouette de vraiment aller au bout ensemble, en fait. Bon, on va entendre votre histoire, des histoires intéressantes et passionnantes comme ça. Il y en a des dizaines sur la chaîne de podcast de Tam Tam Quidam. Et on vous invite évidemment à aller voir ce qu'ils font et pourquoi pas à vous inscrire à leur atelier d'écriture. On laisse place à l'épisode. Moi, c'est Zazou et je vais lire le texte d'une carte postale qui m'est écrite par un lieu que j'ai quitté. Cher Zazou, j'espère que tu vas bien. Je t'écris pour prendre de tes nouvelles. Moi, je vais bien. J'ai toujours 4 pieds et une tête de lit. J'ai changé de matelas. J'ai quitté l'ancien, ça n'allait plus entre nous. Je me souviens de tes nuits agitées. Dans le combat pour la fin du sans-abrisme, tu étais prise d'élan d'idéalisme et de positivisme, puis de décharge de désespoir et de questionnement. J'espère qu'entre-temps, vous avez beaucoup appris et vécu des victoires sur cette société si inégalitaire et que tu t'es entouré de personnes du secteur qui t'ont transmis leur expérience, leur expertise et que vous avez mené un combat commun et échangé ensemble. À l'époque, tu pensais beaucoup à cette dame sous sa tente. Tu te demandais si ton propre discours d'espoir était naïf ou simplement humain. J'espère que vous vous connaissez toujours. Vous étiez connectés, n'est-ce pas ? Ton corps était ici et ta tête souvent là-bas. Cordialement, ton lit Ikea Malm. Chère Linda, cela fait maintenant 3 ans que tu m'as quittée. Toi qui étais tellement attachée à moi, toujours à l'intérieur de jour comme de nuit. Je n'oublierai jamais toutes ces galères passées ensemble, comme ces fortes chaleurs en été, ou ces pluies torrides, et ton sourire de savoir que je pouvais te protéger de tous ces regards jugeux, sans oublier les grands froids. Je ne voudrais pas dire que je te manque, de peur de te faire de la peine, ou te faire penser que tu y retournerais. Mais une chose me rassure, ce que je sais, que tu ne m'oublieras jamais. Ta tante. Parce que moi, j'étais ancien SDF, j'habitais dans une tente. J'ai passé presque 7 ans en tant qu'SDF à ne plus croire en rien. Et ma tente, c'était mon logement, c'était mon... Quand j'étais à l'intérieur, j'étais protégée, j'étais tout... Et c'est pour ça que j'ai pensé à ces mots. Que je lui manquais, mais qu'il avait peur que... Parce que je suis dans un moment très bien maintenant pour moi. J'ai tout qui se... C'est comme un puzzle, en fait. Avant, j'avais aucune pièce. Maintenant, je commence à voir un peu le paysage. Mais il manque encore quelques endroits à remplir. Donc, je suis sur la bonne voie. Donc, ma tante, si tu m'entends, tu me manques pas. Voilà. Tu as eu plusieurs tantes. Ouais. J'ai eu une tante fixe, mais j'ai dû en... Parce qu'on nous a brûlé une fois la tente. Ouais. Truc de ouf. Saccagé. On te sort de force et t'as une camionnette qui vient et on jette tout. Ah, tu la laisses là toute la journée, il faut bien que... Moi aussi, je suis dedans toute la journée. Ouais, Moi, je ne sais pas sortir, tu vois. Ouais. Et surtout par rapport aux autres SDF, tu veux pas que tout le monde sache qu'il y a une fille là. Des fois, Nabil n'était pas toujours avec moi, il devait aller se débrouiller pour avoir de l'argent, pour qu'on mange. On y va. Avant, tu par ici. C'est fou. Avant, c'était fermé. Ils avaient mis des grillages ici. Exprès pour empêcher les gens de dormir, mais maintenant, ouais, ils les laissent. Il y en a un petit peu moins que la dernière fois. Ça se voit qu'on les a déplacés, en fait. La semaine passée, il y avait de là-bas jusque là-bas. Et il y a beaucoup de bagarres et tout aussi ici. Des bagarres. C'est pour ça, à mon avis, ils ont nettoyé un peu... si on peut appeler ça nettoyage. Ça sent l'urine, surtout là où il y a...
il est marqué qu'on ne peut pas le faire. Donc on vous donne le droit d'uriner. Ça sent la maison, hein. Ouais. C'est exactement l'endroit là qui avait Rolling Douche. Ouais. On buvait une soupe. On buvait 36 soupes. Novembre 2017. Il faisait froid à ce moment-là. Maintenant, ils sont là-bas, je les vois. Ils sont tous là-bas. Je suis bénévole chez Rolling Douche, cette caravane qui propose une solution d'hygiène. On est gare du Midi, il fait froid et humide. J'entends le brouhaha du monde rassemblé autour de la caravane. Des personnes parlent, rigolent ou se disputent. J'ai les mains pleines de savon et le goût du café froid dans la bouche. J'ai un t-shirt blanc Rolling Douche XXL et je passe du poste café, nettoyage de douche, stock de vêtements. Puis aller dehors parler avec les personnes qui attendent leur tour pour la douche. Quand tu vois, tu dis Linda te passe un grand bonjour. Linda te passe un grand bonjour. Ouais, ce serait sympa. On peut avoir un petit thé? Bien sûr, je suis distrait. Café, thé? Parmi elles, une femme attire mon regard. Elle rit et son énergie est solaire. Elle attend son tour, je crois, et je comprends par déduction sur la liste d'attente qu'elle doit s'appeler Linda. Un peu craintive, je la prends tout d'abord pour une fliquette. Bien que je n'ai rien fait de mal, pourquoi la craindre? À part que le fait d'être SDF aux yeux des gens est un délit. Ils sont trop mignons. Je croise son regard, mais je suis happée par une mission chaussure pour quelqu'un. Je ressens l'envie d'échanger avec elle, tout en ne voulant pas l'envahir. Ouais, j'étais avec mon compagnon, mais on était en dessous du pont, on avait une tente. Après quelques mots, je suis secouée par son magnétisme et j'ai l'impression qu'on s'est toujours connus. Peu à peu, on s'apprivoise, on commence par chercher des vêtements ensemble. Je sens que je peux lui faire confiance. Je lui raconte que je dors dans la tente verte sous le pont de Stalingrad. Là, on arrive au premier endroit où j'étais, que j'ai resté un bon moment. On a dû changer plusieurs fois d'endroit, parce que on pouvait dire qu'on salissait un peu le décor, quoi. Pas dire salir de nous-mêmes, mais on faisait tâche, quoi, dans le décor. Donc, plusieurs fois, la police devait nous déplacer. Tous les week-ends, il y a le marché du Midi ici. Et ici, on a juste la tour du Midi, ici, derrière nous. Et là, c'est l'endroit où j'ai passé au moins un petit 2 ans, hein, ici, dans le renfoncement. Mais là, il y a beaucoup de rats le soir. Hein. Le soir, tu as les rats qui sortent, là. Tu te bats avec eux ici, dans ce renfoncement, ici. Donc pendant 2 ans. Et puis, quand on voyait qu'on gênait trop les marchés, on s'est mis vraiment dans l'intersection, là où il y a toutes les voitures qui viennent, là. Il y a encore un deuxième pont. Et c'est là. J'étais un peu plus contente parce que j'avais des lumières de Noël, moi, toute l'année. Je me dis, ah ça y est, ma piole, elle est bien décorée cette année. On est resté un moment. Cette tente verte sous le pont de Stalingrad, personne ne peut la manquer. Je l'ai mise dans un lieu de grand passage. Il y a du bruit du monde, la bonne recette pour ma survie. Je me dis, je ne veux pas les mettre dans un endroit où quand il n'y a pas Nabil, je me fais agresser. Je peux crier, il n'y a personne qui va m'entendre, quoi. Alors qu'ici, non, tu as tout le monde qui passe. C'est animé 24 sur 24 ici. Crois-moi que quand je suis sortie de la rue, après, j'étais très sensible. Hein, j'entendais tout. T'entends les ambulances, les pompiers, tout ce qui fait du bruit, quoi. La police, quand ils sont en intervention. Pour les gens, ça peut être bruyant, mais pour moi, c'était rassurant. Cette tente, je la connais très bien. Je suis passée si souvent devant. Linda y dort tous les soirs, sous les regards de 100 000 voitures par jour. Ici, c'est le parking de Nabil, entre guillemets. Hein. Je mets tout entre parenthèses parce que normalement, c'est un peu illégal. Mais le soir, je restais dans ma tente, je l'attendais et il gardait les voitures de tous les commerçants qui se trouvent ici alentour. En contrepartie, les gens, ils pouvaient l'aider un peu, c'est-à-dire ils lui donnaient une pièce ou ça dépend de la bonté des gens. Et ça nous aidait beaucoup. Peu à peu, on s'apprivoise. Elle prend le temps de me redonner espoir. J'ai commencé à être bénévole pour Pascal pendant plusieurs mois.
Et je venais le vendredi après-midi ici à la gare du Midi. Ça se passait comment? Du coup, on arrivait avec la caravane vers 14h. Les gens commençaient à bien connaître, donc il y avait déjà parfois des personnes qui étaient déjà là en train d'attendre l'arrivée de Rolling Douche. Puis on installait tout, on était là-bas un peu plus loin, on installait tout, l'eau, etc. Et puis on commençait à proposer aux gens de prendre une douche, et puis ils repartaient avec des vêtements propres, enfin avec tout un set de vêtements propres. Et c'était l'occasion aussi de discuter, quoi. Passer toute une après-midi entourée, comme ici, tu vois, les gens se parlent. Et puis nous, en tant que bénévoles Rolling Douche, on voyait aussi un petit peu leur situation, et on écoutait, c'était surtout une présence, mais on écoutait aussi un peu leurs besoins, etc. Parfois, on redirigeait vers d'autres structures, et souvent des questions de où est-ce qu'ils pouvaient trouver certains éléments d'aide, etc. Et il y a Bulle qui s'est joint aussi aux après-midi Rolling Douche avec des lessives et des wasserettes pour les vêtements des gens. Parce que c'est vrai qu'avant, on se rendait compte que les personnes jetaient leurs vêtements sales. Et là, tu peux boire un café, une soupe, un thé. Et puis tu peux voir des travailleurs sociaux aussi. C'était le petit souffle de vie que tu n'as pas envie de rater une fois par semaine, en fait. Tu as besoin de parler avec des gens, tu as besoin... Et puis tu rencontres des gens comme toi. Et puis les gens qui travaillent là, ils ne te jugent pas, donc. Elle me redonne goût à la vie. Elle me redonne goût à la vie. Ça fait des semaines que je suis happée par la complexité de la rue. L'attente ne l'a pas éteinte. L'énergie qu'elle déploie à remonter le moral des personnes dans la file d'attente me bouleverse. Ça aide, hein, c'est vrai quand même. Hein. Qu'est-ce qui aide? Des trucs comme ça, des Oui, associations. moi je dors depuis 1 an et demi. Ah, je vous souhaite tout le bonheur, Inch'Allah, s'il vous plaît. 70 ans passés. Et nos échanges sont comme la pièce manquante du puzzle. 5 au mois d'août. Ah, je vous souhaite toujours là. J'espère qu'on va vous trouver quelque chose, vraiment. Non, on m'a déjà trouvé. Je dois aller voir lundi quelque chose. Ah, c'est super, franchement, c'est bien ça. Mais ça va, vous êtes à bon solide. Ça se voit, hein. En apparence, du moins. On n'a pas le choix, on va dire. Bah oui, j'ai pas le choix. C'est ça. Je dois traîner tous les jours les choses là. Ouais, le caddie, lundi les soir, affaires, ouais. tout le Ta temps. petite maison, on va dire. Et je rentre souvent à 22h, 23h. Vous dormez où? Excusez-moi, vous parlez, la dame. Vous dormez où? Ici? Hein? Ici? Ouais. Avec une AK-47, oui, d'accord. Une Kalachnikov. Dès qu'il a fait avec monsieur, on va voir. Et 500 balles. Pas 500 balles d'argent, hein. 500 Munitions. et quelques grenades. Ah non, mais le jour, ici il y a déjà eu des histoires, pas terribles. Mais alors le soir, Le soir, c'était horrible. Hein. T'entends des agressions, t'as envie d'aider, mais toi aussi, t'as peur, tu vois. C'est pas quoi faire, en fait. Et puis ça va vite. c'est pas pour Ça va critiquer, vite. c'est pas pour Non, critiquer, faut dire la vérité. On ne critique pas, on ne critique personne. Ah oui. Légitime défense, il faut y aller. Il faut... D'en arriver là. Bah, oui, mais et encore, oui, mais on n'est pas à Chicago, on est à Bruxelles. Dans le petit Bronx. Le tout petit alors. C'est ici qu'on coule un Bronx de temps en temps. Mais oui, parce que ça doit se faire aussi. Hein. Et voilà. Ah, ouais. C'est pour ça que je reviens dire bonjour, je reviens voir un peu. Ah, vous êtes une ancienne de... Ouais. De quelle année? Ah ben, je partirai à partir de... Parce qu'après, j'ai dormi dans les hôtels, après... Oui, oui, Mais On a toujours la dire 2016, 2017, 2018... Dans l'ancien, on avait accroché. ouais. Et là, c'est plus accroché. Moi, je suis dehors depuis le 7 février, non, 7 septembre 2020. Je dors dans une aubette de tram. Oui. Et les trams, si je dors un peu plus tard que 5 h du matin, les trams passent dans les deux sens de 5 h du matin à 1 h du matin le lendemain. Donc je dors, il y a environ 200 trams qui passent par jour devant mes yeux. Et le bruit, hein. Ouais. Donc il faut dormir, c'est le pied. Quoi. On va te mettre dans la poubelle. On va te mettre dans la poubelle. Quand on peut. Quand on peut. Oui. Il faut aller vous restaurer. Hein. Restaurer, quoi.
te donne à manger aussi. Oui, il donne à manger, il donne à manger. Mes dents sont déjà parties, mes cheveux sont partis aussi. La quiche, ça passe facile, la quiche. Quoi? La quiche, ça passe facile. La quiche? Ouais. Ah oui, j'ai pas oui, vu, c'est pour j'ai ça pas que vu. je Ah dis oui, ça, ils ont amené des gâteaux. Oui. Je sais pas, ils ont une fête, je sais pas quoi là. Oui. La moustache. C'est un atelier qui organise Ah oui. un petit machin espagnol là. On dit encore une auberge, merci. T'as vu que c'est une nouvelle caravane? Ouais, je l'ai vu. Tant mieux. Ça va, tu te sens comment de revenir là? Ça fait bizarre quand même, mais je le prends encore mieux parce que moi je sais que j'ai des clés dans mon sac, que je rentre chez moi après. Et ça donne de l'espoir. Hein. Je ne le sais pas encore. Mais je finirai par l'inviter à manger des tagines dans mon appartement. Je ne le sais pas encore, mais c'est le début d'une grande amitié qui a commencé. L'une sous un toit, L'autre sous une tente. j'adore cette chute. Coupé. Ben merci beaucoup pour ce partage, Zazou. Cet épisode, il a été tourné un peu pendant ta première partie de vie, tu y reviendras. Mais avant de reparler de Linda, de cette fameuse pièce manquante du puzzle dont tu parles si bien, j'aimerais revenir sur ton parcours et ce qui t'a amené là. Est-ce que tu peux nous dire déjà, tu as grandi dans quel genre d'environnement ? J'habitais à Bruxelles, à Ixelles, dans une famille de 5 enfants, en environnement calme, je dirais. Et le fil rouge de ta carrière, c'est vraiment le secteur du sans-abrisme. Comment est-ce que tu définis du coup cet attachement à ce secteur ? J'ai été très, très jeune touchée par ce sujet du sans-abrisme. J'habitais tout près Ixelles, tout près de la place Flagey. Il y avait beaucoup de personnes sans-abri qui dormaient dehors. Et j'ai été assez vite impactée par le fait que mes parents nous demandaient tout le temps qu'on partage entre nous, avec les autres, etc. Et il y avait des personnes dans la rue, à un coin de rue de chez nous. Et quand je leur proposais qu'on les invite dans notre chambre d'amis, ça avait l'air de ne pas être tout à fait bien reçu. Enfin, j'ai senti en tout cas assez vite qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait cohérent et de bizarre par rapport à tout ça. Donc je crois que ça a créé des questions en moi aussi, d'essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui dorment dehors, d'autres pas, quand j'étais assez petite. Donc j'ai vite commencé à créer des collectes de couverture et des choses que tu peux faire quand tu es plus jeune, quoi, enfant. Et puis en grandissant, chaque fois, je m'impliquais de plus en plus bénévolement dans des structures associatives de ce secteur-là. Ça a toujours été le truc qui me sensibilisait, quoi. Et du coup, tu as voulu faire de ce volet social ton métier ? Mais j'ai commencé par étudier la médecine, et en médecine, j'avais très envie d'être urgentiste, en me disant toujours que je serais du coup potentiellement en contact avec des personnes sans abri, en tout cas avec vraiment le terrain et la rue. Ça a toujours fait partie. J'avais envie de me sentir utile, je pense. Et tu as fini par quand même tout plaquer après 6 ans d'études. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce grand saut ? J'ai adoré les premières années d'études en médecine, et puis au fur et à mesure que ça avançait, je me sentais moins proche de... Enfin, moins... je sentais que ça m'habitait moins, et je continuais à être très attirée par le secteur sans-abrisme. Et puis à un moment où ça arrivé comme une évidence que j'étais plus à ma place. J'avais participé à une campagne de bénévolat pendant l'été, et j'avais parlé à des travailleurs sociaux, et je m'étais rendu compte qu'en fait c'était tout à fait possible de créer une vie professionnelle aussi dans ce secteur-là, que c'était pas seulement en tant que bénévole que c'était possible. Et donc, je sais pas, en un coup, il y a eu un switch qui s'est opéré, et j'ai décidé de faire le pas. Concrètement, je me suis pas réinscrite en 6e médecine, et j'avais 3 mois d'économie devant moi avant de devoir avoir un salaire. Et donc pendant 3 mois, j'ai été bénévole pour l'ASBL Rolling Douche.
qui est déjà passé dans le Ouais. podcast. L'épisode numéro 1 avec Fiona, oui. J'ai été bénévole là 3 fois par semaine et j'ai été poser des questions à plein de personnes du secteur, que ce soit des directeurs d'ASBL, des travailleurs sociaux, des bénéficiaires, des personnes qui travaillent plutôt dans les bureaux de ces structures associatives pour essayer de bien comprendre le secteur et de me faire une idée de comment est-ce que moi je voulais y être. J'ai aussi postulé dans des assos qui accompagnent les personnes sans abri. J'avais pas du tout un profil intéressant puisque j'avais juste quelques années de médecine à mon actif, donc j'ai été prise nulle part, mais ça m'a donné envie de créer une structure et de créer une ASBL en fait tout simplement et d'y travailler. Et donc c'est ce que tu as fait juste après tes études. Ouais. Directement créer cette structure. Et est-ce que tu te souviens de cette première, de ces premiers moments dans le secteur? On dit parfois que c'est un peu une grosse claque quand on arrive dans ce secteur-là et quand on y est concrètement. Tu as des souvenirs de ça? Comme j'y passais quand même déjà pas mal de temps depuis que j'étais assez jeune, je pense que j'ai pas eu la même claque que si j'avais commencé à 25 ans. Mais là où ça a été une claque, c'était plus quand j'ai commencé vraiment à me professionnaliser, entre guillemets, et à me rendre compte de l'ampleur des besoins, en fait, et que certains droits n'étaient pas du tout acquis. Enfin, certains droits qui sont des droits officiels, entre guillemets, il faut quand même se battre encore pour que les personnes sans abri puissent y avoir accès. Ça a été plus ça, je pense, la claque, parce que je côtoyais déjà quand même beaucoup le terrain avant. Et on l'entend dans l'épisode via Linda aussi, le monde de la rue est ultra violent, bruyant. Elle parle vraiment d'une question de survie. Comment est-ce que toi, tu décrirais ce secteur-là, toi qui l'as vécu de l'intérieur, si on peut dire? C'est évidemment jamais complètement de l'intérieur quand on n'y dort pas. On garde quand même toujours un pied à l'extérieur, mais en tout cas, j'y passais beaucoup de temps. Ce que j'ai vraiment été témoin de cette violence. Déjà, ne fût-ce que la violence physique et de voir à quel point la violence fait partie des parcours de vie des personnes qui sont dans la rue depuis parfois l'enfance. Mais aussi, ce qui m'a marqué par rapport à ce côté violent, c'est le côté survie, le fait de devoir vraiment toujours réfléchir à sa survie au jour le jour, à sa sécurité physique, mentale, à ses besoins primaires. Et donc, il y a une attention permanente au jour le jour et dans le présent. Et ça m'a aussi fait réaliser à quel point toutes les démarches pour sortir de la rue, on demande aux personnes qui sont en rue une réalité qui n'est pas vraiment possible par rapport à leur réalité à eux, d'être dans la survie et dans l'adrénaline permanente du moment présent. Quand on leur demande des rendez-vous, d'être présent à des rendez-vous parfois 2-3 semaines après, c'est pas toujours possible. Donc j'ai réalisé ce décalage en fait entre... Et c'est ça qui est violent aussi, je pense. La complexité de la rue qui te bouleverse, comme tu dis dans l'épisode, c'est ce paradoxe-là. Oui, ce paradoxe-là, entre autres aussi, ce que je trouve bouleversant en rue, c'est que toutes les failles de notre société ou de l'humanité, en tout cas, se retrouvent dans la rue. On peut se retrouver dans la rue pour tellement de raisons différentes, mais il y a des problèmes de santé, de relations, santé physique, mentale, les addictions, toutes ces problématiques où notre société n'est pas un filet de sécurité assez sécurisant et assez serré, entre guillemets, pour faire face à ça et pouvoir accompagner les gens. Et donc, toutes ces problématiques-là se retrouvent dans la rue. Et quand on rencontre les gens dans la rue, du coup, c'est vraiment très complexe et bouleversant, quoi. Il y a une beauté aussi à ça, je trouve. Oui, pour autant, cette beauté, ça a aussi changé ta vie. C'est super fort le moment quand vous dites toutes les deux que votre rencontre a changé votre vie, votre rencontre mutuelle. Il y a aussi des moments de grâce dans la rue. Est-ce que tu en as vécu quelques-uns? Oui, j'en ai vécu beaucoup. Je crois que c'est ça qui fait aussi qu'on reste dans la rue malgré la difficulté de ces métiers-là et de tout ce dont on est témoin quand on travaille en rue aussi, qui peut être très très dur. Et je pense qu'on y reste aussi pour ces moments de grâce, notamment avec Linda, ça a été assez vite une évidence. Il y a des rencontres qui sont plus difficiles. Mais avec Linda, ça a été vraiment une évidence. Et quand on parle, je pense qu'on s'est sauvés mutuellement, c'est que Linda, concrètement, elle avait plus de carte d'identité. Donc on a repris ensemble ses droits depuis le début, jusqu'à un logement. Aujourd'hui, elle est aide-soignante, elle a un CDI, donc c'est un parcours incroyable. Mais moi aussi, je sortais de médecine et j'avais vraiment un besoin profond de me sentir utile. C'était une problématique qui me touchait depuis que j'étais toute petite et dans laquelle on se sent très vite impuissant aussi. J'avais besoin de sentir qu'on n'est pas complètement perdu comme société, qu'on peut encore quand même aider des personnes qui sont en rue et les accompagner
dignement, entre guillemets. Donc, j'ai reçu beaucoup aussi dans tous ces accompagnements, déjà individuellement et aussi par le fait de pouvoir un peu refaire confiance aussi en notre société, en voyant des personnes qui sont accompagnées, parce qu'il manque tellement de... Enfin, il y a tellement de manquements dans ce secteur en termes de subsides, de soutien pour les gens aussi. Donc, c'était important pour moi de sentir qu'on pouvait aussi se battre pour ça. Et Linda, justement, qu'on a entendu dans le podcast, tu parles d'elle comme un magnétisme, d'être secouée par son magnétisme. Qu'est-ce qui t'a attirée et comment est-ce que tu expliquerais cette amitié entre vous? Avec Linda, la rencontre a été super forte aussi parce que j'étais bénévole chez Rolling Douche, il y avait énormément d'hommes, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est en même temps, quand j'ai compris qu'elle dormait dans la tente à quelques mètres de là, cette tente, comme je dis dans l'épisode, devant laquelle je suis passée tellement de fois. Et en même temps, elle était tellement solaire et souriante. Et on a aussi beaucoup ri ensemble. Et ce que je trouvais fou, c'est que je la voyais donner toute son énergie pour essayer de faire rire les gens dans la file, essayer de remettre un peu de joie dans ces périodes de vie qui sont tellement difficiles. Je voyais qu'elle mettait vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie à ça. Et ça m'a super fort touchée. Et puis après, dès qu'on s'est rencontrés, on a été vraiment Enfin, ça a été vite dans le sens où on s'est vite fait confiance tout en se laissant quand même de la liberté l'une l'autre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'avais besoin de sentir aussi qu'on... C'est pas parce que tu accompagnes quelqu'un de façon très proche que tu as besoin de tout savoir. Et on s'est vraiment laissé l'espace en fait pour pouvoir être en même temps proche dans cet accompagnement et en même temps en rue. Je pense qu'il y a tellement d'éléments qu'il y a besoin aussi que les gens puissent être... pas devoir toujours tout dire ou toujours dire la vérité ou toujours être là au rendez-vous. Moi, ça a été quelque chose d'important avec Linda, c'est qu'il y a eu plein de rendez-vous manqués, plein de fois où on avait rendez-vous et où elle ne venait pas, mais c'est normal quand on comprend la réalité de la rue. Et je pense que ça a permis une forme de confiance entre nous aussi. Vous êtes apprivoisés petit à petit, quoi. Ouais. Est-ce que... Qu'est-ce qui a fait, tu penses, que ça peut fonctionner avec une personne, mais j'imagine pas avec tous les bénéficiaires que tu as dû croiser? Comment est-ce que tu expliques ça? Je crois que la relation humaine est hyper complexe et comme avec n'importe quelle personne qui n'est pas en rue, il y a des affinités. Parfois ça marche pas, on ne sait pas vraiment l'expliquer. Et c'est la même chose dans le travail social, je pense. Il y a parfois des affinités, parfois pas. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait plein de structures dans le social. C'est que les gens ont besoin parfois d'approches différentes et de postures différentes. Et d'une personne à l'autre, on s'adapte évidemment, mais c'est bien que les personnes qui ont besoin d'un accompagnement puissent avoir un panel de personnalités et de manières d'accompagner qui sont différentes. Pour autant, j'imagine qu'émotionnellement, ça doit être compliqué à gérer au jour le jour comme ça. On vous dit qu'il ne faut pas trop s'attacher, qu'en tant que travailleur social, on ne pourra pas sauver tout le monde. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça émotionnellement parlant? Moi, ça a été clairement un travail sur le côté de sauver, puisque j'arrivais avec quand même la motivation d'être utile. J'avais besoin de me sentir utile, donc c'est sûr qu'il faut faire attention à cette posture-là, je pense. D'avoir besoin absolument d'être utile aux gens, c'est apprendre avec des pincettes. Mais j'ai dû apprendre clairement que voilà, il y a des choses on peut mettre des choses en place, mais il faut aussi laisser les gens faire leur parcours et les laisser parfois ne pas prendre l'aide et pas devancer leurs besoins tout le temps, faire des propositions et puis accepter que ça soit pas toujours pris. J'ai vraiment appris aussi que ce qu'on pense bon pour la personne n'est pas toujours ce qu'il est à ce moment-là. Ça, c'est un peu une acceptation petit à petit qui se fait. Je crois que c'est sain aussi d'accepter ça. Donc c'est vrai que le côté sauveur est à déconstruire petit à petit. Ouais, c'est intéressant. Et puis Linda, elle a eu une belle histoire au final, même si ça continue, mais cette étape de remise en logement, ça doit être un moment assez particulier parce que vous inversez ou vous remodifiez votre relation aussi. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? La remise en logement, ça a été un moment super délicat. Ça l'est pour très souvent, en fait, pour les personnes qui ont vécu dans la rue. Parce que
d'un regard extérieur, on peut avoir l'impression que c'est le Graal ou l'étape la plus libératrice, mais pour les personnes qui ont vraiment vécu dehors, ça peut être très stressant en fait. Il y a tout qui change, quoi. Le bruit, la tension, le rapport aux autres, le lien avec les gens qu'ils ont avec les gens qui sont dans la rue, qui tout d'un coup va changer. Puis on peut être rattrapé par son passé, par des responsabilités aussi. En rue, parfois, on n'a plus rien à perdre. Là, on peut avoir quelque chose à perdre. Enfin, ça peut faire peur à plein de niveaux. Et avec Linda, une fois qu'on avait signé le bail de ce logement, on avait été ensemble. Après, je ne l'ai plus vue pendant 3 semaines, ce qui était énorme, puisqu'on se voyait vraiment beaucoup. Et ça a été un moment de doute où je me suis vraiment demandé si je n'avais pas devancé son besoin, si je n'avais pas peut-être, moi, trop anticipé le besoin d'un logement, même si c'est ce qu'elle exprimait, évidemment. Mais ça a été un moment de remise en question. Et puis finalement, on s'est retrouvés vraiment physiquement, je veux dire, puisqu'on était un peu perdus, entre guillemets, à ce moment-là. Et puis après, ça a pris du temps aussi pour elle de s'habituer à ce logement. Et ça, je pense que c'est important aussi de se rendre compte que le logement n'est pas... Le logement est le début du reste, en fait. On dit souvent qu'on ne ressort pas indemne de ce métier. Et je peux imaginer qu'une relation comme ça marque à vie. Est-ce qu'avec le temps, tu as changé dans ta façon de voir les choses? La fameuse quête de sens dont tu parles dans l'épisode, est-ce qu'elle a été modifiée, assouvie comment, avec du recul, après quelques années, comment est-ce que tu vois les choses? Je dirais que j'ai peut-être eu l'occasion, en tout cas, de réfléchir et d'équilibrer peut-être ce besoin d'utilité, de me questionner aussi par rapport à cette motivation et la posture que j'avais par rapport aux personnes que j'accompagnais. Le besoin d'utilité, c'est une motivation profonde qui est toujours présente, évidemment. Pendant les premières années de cette ASBL, j'étais d'une disponibilité totale. Ce qui, je pense, tient peut-être pas sur le long terme. Donc, j'ai aussi pu rééquilibrer ça en termes de disponibilité. Il y a eu plein d'autres rencontres que celle de Linda. Donc, c'est vrai qu'à un moment, j'ai senti aussi la limite du fait d'avoir autant de personnes qu'on accompagnait. On était une toute petite structure. Et donc, j'ai peut-être remis en question ça, le fait d'avoir besoin de plus de moyens, de plus de ressources, de ne pas multiplier toutes nos casquettes pour pouvoir proposer un accompagnement vraiment de qualité aux personnes qu'on accompagnait. Et puis après, un peu plus tard, est venue l'envie pour moi de me positionner en deuxième ligne. Et donc de quitter un peu le terrain et d'aller mettre mon énergie dans la deuxième ligne. Comment tu définirais la première et la seconde ligne pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est? Est-ce que c'est plus que terrain versus bureau? Je pense que c'est plus que terrain, bureau. Par contre, je vais en faire ma définition, parce que je ne connais pas la définition officielle, entre guillemets. Mais je pense que la première ligne, tu es vraiment en contact direct avec les personnes, avec ton public cible. Donc là, en l'occurrence, les habitants de la rue, les personnes sans abri. Et en deuxième ligne, tu es potentiellement dans les bureaux, dans tout ce qu'on appelle le support dans ces structures-là d'accompagnement. Donc oui, tout le travail de bureau, mais aussi... maintenant, je suis chargée de formation pour Diogène. Donc là, je donne des formations à des personnes qui sont confrontées aux personnes sans abri au quotidien, mais sans être formées au travail social. Ça, c'est aussi de la deuxième ligne. C'est-à-dire que je ne suis pas en contact direct avec notre public cible, mais je suis en contact avec un public qui a un impact sur notre public cible. Et on dit aussi dans la rue qu'il y a besoin d'une ligne 0,5 pour pouvoir être encore plus proche des gens qui sont dans la rue et qui n'ont pas accès à la première ligne, qui sont encore plus éloignés des structures d'aide. Ouais, en fait, comme j'accompagnais des personnes sans abri, on sollicitait beaucoup des citoyens avec abri, comme on disait, donc des gens qui avaient un toit, mais qui avaient envie d'être impliqués dans l'accompagnement, en leur proposant de proposer des activités pour que les personnes qu'on accompagnait puissent être épanouies aussi d'une manière autre que... Enfin, sortir un peu plutôt leur tête les démarches qui sont très énergivores et très anxiogènes. Et donc, le fait d'investir des citoyens, j'ai mesuré à quel point beaucoup de gens ne se rendent pas du tout compte de la réalité de la rue, de tout ce qui se cache derrière en termes de nos choix politiques et nos choix en tant que société et du nombre de droits qui ne sont pas tout à fait bien respectés, notamment le droit au logement. Et il y a un moment où ça a commencé à me frustrer en fait, de sentir à quel point les gens projetaient sur les personnes sans-abri et sur le sans-abrisme globalement plein de choses fausses. Et donc j'ai eu envie de pouvoir m'investir aussi dans
dans cet aspect-là, d'aider les personnes qui ne connaissent pas la rue à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière, pour que leur attitude envers les personnes sans abri puisse évoluer, et peut-être leur choix politique aussi. Ok, donc aujourd'hui tu accompagnes des particuliers, entre guillemets, qui sont liés de près ou de loin au secteur, et des travailleurs sociaux. En fait, j'accompagne dans mon travail en tant que chargée de formation pour Diogène. On donne des formations à des gens qui ont des métiers qui les amènent à être confrontés à des personnes sans abri, comme par exemple des agents de la STIB ou des policiers, mais qui ne sont pas formés au travail social, avec l'intention que ça les sensibilise et que ça fasse évoluer leur manière de s'adresser à eux, etc., qui comprennent mieux tout ce qui se cache en fait derrière la réalité d'une personne qui est dans la rue. Et je suis indépendante complémentaire, et là j'accompagne des personnes individuelles en fait, avec divers outils de coaching et de thérapie et d'accompagnement. Et avec cette casquette-là, j'accompagne aussi des travailleurs sociaux pour les accompagner dans au niveau plus personnel, quoi, par rapport à leur métier notamment. Notamment cette posture juste à trouver quand on travaille avec des bénéficiaires de la rue. Ouais, c'est un métier que je trouve qui est très éprouvant, qui n'est pas spécialement bien financé ni soutenu. Et donc, il y a aussi pas mal de gens il y a un grand turnover, comme on dit, donc des gens qui arrivent avec une vocation et puis qui se retrouvent épuisés ou qui arrêtent. Et donc, l'intention aussi dans cet accompagnement que je propose, c'est de pouvoir accompagner les gens à se questionner, puisque l'énergie de base, elle est super belle, et que ça puisse durer sur le long terme en trouvant une posture peut-être plus juste qui leur convienne bien et qui puisse faire en sorte qu'ils tiennent plus longtemps dans un métier qui est vraiment compliqué. Et quels sont les conseils que tu donnes pour réussir à trouver cette fameuse posture juste ? Je dirais pas que c'est des conseils, c'est plutôt un questionnement, quoi. Vraiment se questionner sur la motivation de base et sur la question des limites, qui est, je pense, vraiment transversale pour tout le travail social, en fait, puisque c'est des postes dans lesquels les gens arrivent vraiment avec plein d'idéaux, et puis comment faire en sorte que ça matche avec la réalité du terrain. Et tu penses que le fait que tu sois passé par la première ligne, justement, apporte un plus dans ce travail que tu fais avec eux ? Oui, je crois que la première ligne m'a permis de comprendre. J'aurais jamais cru que c'était aussi complexe si j'y étais pas passée. Puis j'ai compris plein d'ambiguïtés aussi dans la rue. Comment dire, le fait qu'on puisse en même temps avoir besoin d'espace, et donc parfois les gens mentent parce qu'ils ont besoin de pouvoir garder leur liberté ou pour plein de raisons, et en même temps tu peux leur faire confiance. Cette espèce de complexité-là, je l'ai compris en étant en rue, et je crois que j'aurais eu beaucoup plus d'idées fixes et d'idées reçues si je n'étais pas passée par la première ligne, qui m'aide en deuxième ligne, en tout cas dans ma mission actuelle chez Diogène de transmission et de sensibilisation. C'est important, je pense. Pour moi, ça m'aide en tout cas de pouvoir m'appuyer sur mon expérience, sur des anecdotes et sur ce que j'ai vécu vraiment dans mes tripes, entre guillemets. Ouais, et la situation actuelle au niveau du sans-abrisme, elle est de pire en pire. Comment est-ce que toi tu vis ça, en même temps les victoires, et puis parfois peut-être ce découragement par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui ? Ouais, c'est vachement interpellant. En tout cas, je dirais pas que ça me décourage, parce que je crois que ça... Et même, je vois mes collègues et les personnes que je connais dans le secteur, ça donne aussi... on réalise à quel point c'est indispensable, mais c'est stressant, en fait, de voir qu'il y a tellement un manque d'une stratégie vraiment structurelle sur le long terme pour que les gens ne doivent plus aller jusqu'à la rue. C'est plus difficile aussi d'accompagner des personnes une fois qu'elles sont en rue, puisque la rue est hyper violente, et qu'il y a plein de choses, il y a plein de séquelles en fait une fois qu'on est en rue, sur la santé physique, mentale et autres. Il y a tellement de violence, il y a plein de dangers en rue, donc c'est plus facile ce serait mieux de mettre beaucoup plus de moyens aussi pour éviter que les gens aient à vivre ça, plutôt que d'après essayer de les sortir de là. Ce qui est interpellant, c'est aussi de voir le manque de moyens qui est en train d'être encore plus limité, les moyens pour les structures dans l'associatif. Il y a plein de structures aujourd'hui qui ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer à engager les gens qu'ils engagent. Donc c'est un double stress. C'est qu'en même temps, le sans-abrisme, il y a de plus en plus de gens qui tombent à la rue à cause pour plein de raisons, en fait.
Et en même temps, il y a moins d'aides qui sont octroyées aux structures associatives. Donc la pression, elle est un peu maximale pour le moment. Ouais, je peux imaginer. Pour autant, comment tes collègues, comment est-ce que tu le sens dans le secteur? Comment est-ce qu'on arrive à garder le sens de ce qu'on fait malgré tout ça? Rester motivé. Je pense que pour ma part, en tout cas, ça en sentant l'impact. En étant connecté aux gens aussi, on voit quand c'est différent de parler à quelqu'un qui est en rue que de savoir qu'il y a des gens en rue. Le fait d'entendre des histoires, que ce soit en direct ou via des travailleurs sociaux, de pouvoir vraiment humaniser ces histoires aussi, puisque c'est difficile de se sentir complètement impuissant, de se dire il y a plein de personnes sans abri, ou d'avoir vraiment un contact plus direct, ça donne de toute façon du sens en fait, quelles que soient les circonstances négatives du moment. Je pense que tant qu'on est en contact avec les gens, on garde le sens de ce qu'on fait et on sent l'impact. Et puis en deuxième ligne, c'est plus de sentir l'impact indirect qu'on peut avoir aussi et qui est nécessaire pour continuer à faire remonter aussi la réalité du terrain plus haut aussi vers les politiques publiques pour qu'elles soient plus connectées à la réalité du terrain, qu'elles ne soient pas prises de très loin. Tu conseillerais quoi aux gens qui ont envie de se lancer dans ce secteur-là, qui se posent des questions? Moi, je conseillerais, je pense, de parler avec des gens qui sont dans le secteur. Il y a tellement de métiers possibles dans ce secteur-là, de discuter avec les gens, parce que je pense qu'on se fait souvent des idées de certains métiers. Et donc, ce serait ça mon conseil, c'est d'aller parler avec des gens du secteur qui travaillent au quotidien pour qu'ils puissent dire qu'est-ce qui les inspire. Ou t'écouter, te rencontrer. Je suis sûre que déjà ça marche. Mille merci pour tout ça, pour cette histoire et puis ce parcours qui est impressionnant. Si on en revient sur Tam Tam Quidam, notre rêve avec J'aime mon métier, c'est de mettre plein de travailleurs sociaux sur scène, justement, et qui puissent passer par le même parcours et le même travail que toi tu as fait avec Gaëtan, notamment, de Tam Tam Quidam. Comment est-ce que tu pourrais les motiver à faire cet exercice? Comment est-ce que cet exercice de passer sur scène, monter sur scène, aura peut-être changé les choses pour toi? Pour moi, ça a été un processus thérapeutique accéléré, entre guillemets, parce que c'est vraiment l'occasion de prendre le temps de faire une pause et de prendre le temps de comprendre et de sentir pourquoi on est là, qu'est-ce qui... Enfin, c'est différent pour chaque personne, évidemment, mais en tout cas, on est accompagné par Gaëtan et Tam Tam Quidam à travers un processus d'écriture où on se laisse porter, ce qui est intéressant en tant que travailleur social, puisqu'on a l'habitude de porter le cadre, entre guillemets, ou la posture, ou en tout cas, on se laisse pas complètement aller, quoi. Alors que là, dans les ateliers d'écriture, on peut vraiment se laisser porter, et ça permet, vraiment de faire une pause et de revenir sur le pourquoi, du comment, et je trouve que c'est vachement important en fait de prendre ce temps-là, quoi, de s'arrêter 2 secondes, puisque c'est des métiers souvent où les gens sont surchargés de travail, donc ça va très vite. Et moi, ça m'a permis vraiment de revenir, en fait, de retrouver une trame aussi, en tout cas là dans mon histoire avec Linda en particulier, mais ça m'a vraiment aussi fait réfléchir à ma posture en tant que travailleuse sociale. Donc je le conseille à fond, même si je trouvais ça effrayant avant de m'embarquer dedans. Ouais, on sort de sa zone de confort. Ouais, mais c'est pour le meilleur. Ouais, j'imagine. Eh bien, bravo. Mille merci, Zazou. Dernière petite chose, on a demandé ça à tous ceux qui sont passés par ce micro. Est-ce que tu aurais un livre, un film, un podcast à conseiller qui nous permettrait, je sais pas, soit d'être dans cette quête de sens, ou de partager cette quête de sens avec toi, ou peut-être les difficultés que tu as eues sur le terrain, ou une manière que tu as pu avoir d'apprendre à connaître le terrain aussi et le sans-abrisme? Le premier truc qui me vient en tête, c'est les travaux du docteur Gabor Maté. C'est un médecin canadien qui a beaucoup travaillé avec des personnes sans abri et des personnes, des consommateurs en fait de drogue, et ça m'a beaucoup inspirée parce que ça fait partie du terrain, de la rue, la consommation, et il l'explique d'une manière très, très profonde et très empathique. Donc son livre s'appelle Les fantômes affamés. Et il y a un film qui s'appelle The Wisdom of Trauma, qui est sur son travail, que j'ai trouvé très
enrichissant et inspirant. Génial. On mettra les liens dans l'épisode. Merci beaucoup Zazou et puis bonne continuation à toi. Merci à toi, Émilie. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment ? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aimemonmétier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt.